Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le 15 octobre 1987, le leader charismatique de la révolution burkinabé tombait avec 12 de ses compagnons sous des balles assassines d'assassins jusque-là non identifiés. Non identifiés, pas si sûrs. Dès le lendemain du coup d'État, le numéro 2 d'alors, le ministre de la Justice, le frère sang de Thomas Sankara, s'asseyait dans le gros fauteuil. Et tous les discours et interviews qui ont suivi ce coup, loin de désigner clairement là où les mains qui ont appuyé sur la gâchette démontraient au moins qu'il y avait de graves dissensions entre les leaders de la révolution. Ainsi donc, à travers le sinistre de la justice du moment, le trio révolutionnaire se faisait-il justice en effaçant purement et simplement le camarade président. On se rappelle encore de ces phrases « c'était eux ou nous », avec ce bégaiement caractéristique du jeune loup qui venait de se mettre sous les crocs son premier agneau. Il n'était pas rare non plus dans quelques gargotes et autres hauts lieux d'entendre de supposés membres du commando expéditionnaire de cette sombre journée du 15 octobre se vanter de leur exploit. Bref, il est loin derrière nous le temps où la simple mention du nom du défunt camarade Thomas Sankara pouvait vous attirer des regards noirs. La veuve et les orphelins du Tchèque africain attendaient depuis bien longtemps déjà que l'on éclaircisse le mystère de la mort aussi brutale de leur chair, et la justice attend très lentement. Il aurait fallu attendre une bonne petite trentaine d'années pour que ce dossier passe finalement en jugement. Même si des suspects très sérieux ont été désignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci brillent par leur absence remarquable malgré la convocation par le juge. Mais ne pourrait-on pas penser que ce procès dit Thomas Sankara est une gigantesque farce? Je ne sais pas ce qu'il en sortira, sinon une autre forme d'assassinat de Tom Sank et de ses compagnons. Les principaux accusés étant en fuite, le reste des accusés s'amuse à lancer des boutades à la cour et aux différentes parties prenantes à ce procès. Accusés et témoins se succédant à la barre, chacun y va de son commentaire et on se demande si ce n'est pas plus une réunion d'anciens camarades qui veulent régler leurs petits problèmes que d'avoir le souci de faire éclater la vérité sur les événements du 15 octobre. En effet, certains témoins qui se présentent devant la cour n'ont de récit que celui de leur détention d'après coup d'État et leur torture par certains accusés présents dans la salle d'audience que de nous édifier sur les événements qui ont conduit au renversement et à la mort brutale du capitaine Thomas Sankara. Voici par exemple des témoins qui n'étaient pas sur la scène du crime, qui en trouvent à redire sur ce qui s'est réellement passé. Doit-on prendre les témoignages d'un homme qui se dit loyal envers ses hommes et le leader assassiné, qui n'a pas hésité une seconde à prendre la poudre d'escampette après que son ami et ses éléments soient tombés sous des balles assassines? Son commandement n'était simplement qu'un mythe finalement. Lui qui sert devant la cour que c'est à la demande d'un de ses soldats qu'il est rentré en brousse pour ensuite gagner un pays voisin afin de sauver sa vie. Et il trouve cela tellement beau. N'est-ce pas là la place du puissant roi de la savane? La brousse. Sacré farceur, ce lion courageux que tout le monde attendait pour renverser la situation au lendemain du 15 octobre 87. Mais il a bien retourné cette situation, au moins il est encore en vie pour en parler avec éloquence. Bref, passons. Parce qu'après les témoins qui auraient été loin des événements, il y a ces accusés que tout accuse, mais qui ont de belles parades. Pour aider la famille, voici ce médecin militaire qui a dressé le certificat de décès du leader de la révolution avec la superbe mention « cause du décès, mort naturelle » et qui s'explique aujourd'hui. Quel humanisme! Cela a bien dû aider Mariam et ses enfants. En attendant, à voir les ping-pong dans la salle d'audience, on assiste plus à des chamailleries de cours de récré qu'à un procès qui aboutira à l'éclosion d'une quelconque vérité et à des condamnations réelles. La justice ayant invité deux des principaux mis en cause dans cette affaire à se présenter à elle sous délai, je me demande bien ce qu'on en retirera. Parce que si on sait qu'un homme connu pour sa gâchette facile a le don de disparaître, son acolyte et ex-patron, lui, ne fait pas mystère de là où il a déposé ses pénates. Le temps de la distraction est tellement propice que ce procès tombe à point nommé. Suivez mon regard.